À tous, merci d'être venus pour cette table ronde du coup sur la souveraineté énergétique, qui est un sujet brûlant aujourd'hui. Donc on ne va pas forcément parler de la souveraineté énergétique au niveau politique, mais on va parler de la souveraineté énergétique pour la partie économique, la partie stratégique et vous concernant la partie patrimoniale. Aujourd'hui, on sait tous que 60% de l'énergie consommée en Europe est importée et qu'à l'intérieur de ces 60% d'énergie importée, 60% vient d'un mix énergétique pétrole-gaz. Donc on voit bien, et on a tous vécu, notamment avec le détroit d'Ormuz, le fait que cette dépendance pèse sur nos entreprises, sur les consommateurs, sur les ménages, sur la stabilité des économies. On va essayer de voir ensemble en quoi la souveraineté énergétique devient un impératif pour notre pays. A-t-on des solutions qui peuvent répondre à cette demande et comment nous, en tant que CGP, on a le devoir finalement d'orienter l'épargne de nos clients vers un investissement rentable et vers des investissements souverains au niveau énergétique. Donc on va accueillir Monsieur Pierre Brossolet, PDG du groupe Averne, et Antoine Dumont. Je vais vous laisser vous présenter. D'abord Pierre. Bonjour à toutes et tous, merci d'être là ce matin et de me donner la parole. Donc Pierre Brossolet, je suis le fondateur et PDG d'un groupe qui est relativement jeune puisqu'il a 8 ans d'existence, que j'ai créé après 20 ans dans le pétrole, donc une connaissance relativement fine du sous-sol et qui est la thèse d'Arverne. Arverne, c'est l'acteur qui espère être un champion national et européen de la transition énergétique par le sous-sol et notamment grâce à la géothermie, dont on parle trop peu. La géothermie, c'est le géant dormant des ENR, 7 TWh aujourd'hui, un potentiel de plusieurs centaines. Je pense qu'on va en parler tout à l'heure. Et Arverne, aujourd'hui, est un groupe assez unique parce qu'il est d'abord le seul pure player à s'intéresser aux géothermies. Il y en a plusieurs types. Un groupe intégré, puisqu'on a une société de forage qu'on a rachetée à Vinci. On a 2 sociétés opératrices, dont une qui non seulement essaye de massifier la géothermie en Alsace, mais en plus extrait du lithium des eaux chaudes. Donc on verra, la géothermie adresse plusieurs sujets. Arverne, c'est 250 personnes basées à Pau, Strasbourg et Paris depuis l'IPO en 2023. Et on accueille Antoine. Oui, merci Armelle. Bonjour à toutes et à tous. Donc Antoine Dumont, je suis porte-parole des expertises d'Ecofi. Et Ecofi, c'est une société de gestion très engagée qui existe depuis une 50aine d'années. On a 100% de nos fonds qui sont ISR. Je pense que, donc, investissement socialement responsable, je pense que c'est important de le rappeler. Chez nous, l'ISR, ce n'est pas un compartiment, c'est véritablement l'entièreté de la structure. Et peut-être pour certaines et certains aujourd'hui, quand on parle d'ISR, ça évoque la taxonomie, ça évoque CFRD, ça évoque tout un tas d'acronymes ou de termes ésotériques qui ne sont pas de nature à susciter un enthousiasme débordant. L'idée n'est pas forcément de parler d'ISR sous cet angle-là, mais de dire qu'avant tout, l'ISR, c'est de répondre aux grands enjeux de notre temps. On peut parler de la dérive climatique, de la déplétion des ressources, de l'effondrement du vivant, et on considère que le monde vers lequel on va être très différent du monde duquel on vient. Et dans ce monde-là, on pense que flécher les capitaux vers des sociétés qui apportent des solutions, c'est quelque chose de pertinent, à la fois sur le rationnel d'investissement et évidemment sur les enjeux auxquels on fait face. Merci. Donc, je vous propose de commencer par vraiment planter le décor, puisque mes chiffres sont assez approximatifs par rapport aux chiffres que vous allez tous les deux pouvoir nous donner sur la dépendance énergétique de l'Europe. Donc, aujourd'hui, quelle est vraiment la part de fossiles? Quelle est notre dépendance réelle aux importations? Et est-ce que vous pouvez clarifier pour notre auditoire le mix électrique et le mix énergétique? Je vais peut-être commencer par toi, Antoine. Oui, merci Armelle. Alors en effet, il y a un petit slide normalement qui est prévu pour vous montrer quelque chose qui nous semble très important. Alors là, on prend un petit peu de recul, on remonte au début du 19e siècle, et ce slide nous paraît important. Pourquoi ? Parce qu'il montre l'extrême dépendance de nos sociétés modernes aux énergies fossiles. Vous avez ici la consommation mondiale d'énergie primaire sur longue période, et vous vous rendez compte de plusieurs choses. La première, c'est qu'il n'y a jamais eu aucune transition énergétique. Ça veut dire qu'aucune énergie n'est venue se substituer à large échelle à une autre énergie. D'un point de vue local, c'est déjà arrivé, mais d'un point de vue global, non, et on le voit de façon assez nette sur ce graphique qui vous montre que plus de 80% du mix énergétique mondial dépend encore du pétrole, du charbon et du gaz. Donc on a cette dépendance qui est très importante, et il y a quelque chose qui nous semble également important quand on parle du confort moderne dans lequel nous sommes, et ce n'est pas faire offense à l'enceinte qui nous accueille aujourd'hui, mais on a souvent tendance à dire
que le confort moderne, on le doit exclusivement au progrès scientifique et aux découvertes qui ont eu lieu. En réalité, le confort moderne, on le doit aussi à l'extraordinaire capacité que nous avons eue à transformer notre environnement grâce précisément aux énergies fossiles que l'on voit sur ce graphique. Et ça nous amène aujourd'hui dans une double situation qu'on appelle la double contrainte carbone. Vous avez la contrainte à l'aval et la contrainte à l'amont. La contrainte à l'aval, on la connaît bien, c'est celle que l'on vit dans nos chairs aujourd'hui, sur ces temps de canicule. On est sur une dérive climatique qui est inexorable. On voit aujourd'hui que les émissions de gaz à effet de serre contribuent à générer cette croissance. Alors, on ne devrait pas être surpris véritablement de la situation actuelle, parce que ça a été théorisé depuis maintenant une quarantaine d'années. On sait à peu près la trajectoire qu'on est en train d'emprunter. Et vous avez la contrainte à l'amont, qui est celle du tarissement géologique. Et là, si vous avez un autre slide qui va vous montrer la situation européenne, en réalité, on s'aperçoit que l'Europe est extrêmement dépendante des énergies fossiles. Vous le voyez notamment dans le mix énergétique, qui est à 70% fossile en Europe, et c'est la raison pour laquelle la décarbonation, c'est un sujet de climat, et malheureusement, on a peut-être abordé ce sujet qu'au travers le sujet climatique. C'est évidemment un sujet très important, mais la décarbonation, pour les Européens, c'est aussi et avant tout un sujet de souveraineté. Vous regardez aujourd'hui, la dépendance est totale, 70% des énergies fossiles dans le mix énergétique, là où aujourd'hui nous produisons que 3% du pétrole que nous consommons en Union européenne. Nous avons dépassé notre pic pétrolier et gazier dans les années 2000 en mer du Nord, et aujourd'hui, quand vous comparez très brièvement la situation européenne avec la situation américaine, on est sur deux situations très différentes. Les Américains, c'est le premier producteur de pétrole au monde, le premier producteur de gaz au monde et le premier en termes de réserve de charbon au monde. L'Union européenne, on importe 97% de notre pétrole, 90% de notre gaz et environ la moitié de notre charbon, donc on est sur une dépendance très importante. Et qui évidemment va, et ça c'est l'image du milieu, qui va évidemment grever la balance commerciale de nos pays sur les importations de ces produits-là. Et peut-être une petite précision, et puis après j'en finirai sur ce propos introductif un petit peu long, c'est qu'il faut faire la différence entre le mix énergétique et le mix électrique. Le mix électrique, donc l'énergie finale, l'électricité, ne représente à travers le monde que 20% de l'énergie finale. Et quand vous regardez le mix électrique, dans le monde, il est aujourd'hui à 60% carboné. C'est essentiellement, pour 35% à peu près, ce sont les centrales à charbon, viennent ensuite les centrales à gaz, puis l'hydroélectricité, le nucléaire, les nouvelles énergies renouvelables. Mais on est évidemment dans un monde qui est encore très dépendant des énergies fossiles, même pour la production d'électricité. Ce qui est moins le cas en Europe, et on le voit ici sur ce petit dessin à droite, c'est qu'aujourd'hui, le mix électrique européen est relativement décarboné, à 70% environ, ce qui est une bonne chose, mais encore une fois, c'est une petite partie du mix global. Et pour revenir sur ce sujet, la géothermie en tant que telle, dans cette consommation européenne d'énergie, ça représente... Rien. D'accord. 1%. Voilà, tout est dit, ça pourrait représenter 15 à 20% d'après les estimations des spécialistes, dont l'Agence internationale de l'énergie ou l'ADEME ou le plan du commissaire au plan, etc. Mais donc, pour compléter, donc effectivement, en Europe, on a décarboné l'électricité. En tout cas, on est bien parti, mais on est en train de perdre la bataille de la souveraineté énergétique. Donc, électricité, énergie. L'énergie, c'est le pétrole, le gaz et les ressources, les métaux principalement. Donc, on est encore quasiment totalement dépendant. Et cette énergie adresse des secteurs comme l'industrie, le transport et le bâtiment. Et c'est là qu'il faut... Effectivement, ces chiffres sont très bons. 50% ou plus de l'énergie primaire sert à faire de la chaleur. Donc là, principalement avec le bâtiment, et c'est là où peut intervenir la géothermie. Donc on est sur des gros chiffres, c'est pas marginal. 50%, c'est la moitié de ce que vous consommez en énergie, c'est pour de la chaleur. Et notamment pour le bâtiment. Et le bâtiment en France et en Europe pourrait être décarboné à 90% par la géothermie. Sans oublier le froid. Je me suis amusé avant de rentrer dans la salle, de regarder si des pays avaient un plan froid. Et bien regardez ce que fait l'Inde, regardez ce que fait Singapour, par exemple. Donc on a des débats un peu bizarres ou stériles quelquefois sur la clim, qui ne règle pas vraiment le problème. La géothermie peut fournir du froid gratuit, naturel, ça s'appelle du géocooling, et ça c'est la géothermie de surface, la géothermie bâtimentaire. Donc effectivement, Arverne adresse un sujet qui est l'angle mort de la transition, à la fois pour vous, financier, mais aussi pour les sachants, les politiques, qui commencent à comprendre qu'il faut décarboner la chaleur, et plus l'élec, qui est déjà décarboné. Et donc là, on est sur un pan qui est immense, et pour lequel la géothermie peut être très très intéressant. Du coup, j'aimerais creuser un peu ce point, parce qu'il y a des choses que je ne comprends pas. J'entends dans ce que vous dites que finalement, on pourrait se décarboner, qu'on entend dire par ailleurs qu'en Europe, on se décarbone rapidement.
Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi on ne peut pas se décarboner plus vite? Parce qu'on adresse mal les sujets. Aujourd'hui, encore une fois, on est allé très vite sur l'électricité. Il faut électrifier les usages. Je pense que ce n'est pas un sujet aujourd'hui. Sauf qu'on a oublié que le reste, on l'importe et il est carboné, il est fossile. Donc il faut aller rapidement maintenant vers la décarbonation des réseaux de chaleur, vers la décarbonation du bâtimentaire, vers la décarbonation du transport, donc qui passe aussi par l'électricité, mais surtout par les métaux, parce que pour faire des batteries, par exemple, il faut du cobalt, il faut du manganèse, il faut du lithium. Le lithium, on pourrait être souverain en France. Je ne sais pas si quelqu'un dans la salle le sait, avec entre ce que fait Imerys dans l'Allier et ce que fait Lithium de France / Eramet en Alsace, on a de quoi être souverain en métaux critiques, en tout cas en lithium. Donc ça passe par là, la décarbonation. Donc pourquoi on ne le fait pas? Je pense qu'il faut collectivement se poser la question. D'abord parce que les politiques ne le savent pas. Je ne dis pas qu'ils comprennent plus grand-chose, ils ne savent plus grand-chose parce qu'on ne leur dit pas. Donc c'est un vrai problème. Donc moi, mon métier aujourd'hui en tant que PDG d'Arverne, c'est d'aller voir les politiques, leur expliquer ce que c'est que la géothermie. Il n'y a pas que la géothermie. La géothermie, ça devrait être à 10-15%. Là, c'est à 1%. Donc pourquoi? D'abord parce qu'on ne sait pas, on n'adresse pas les bons sujets. Le bon sujet aujourd'hui, c'est plus le nucléaire et les ENR, tout le monde connaît. Le bon sujet, c'est la chaleur. D'accord. On entend en fait de votre discours que finalement, l'électrification ou la décarbonation de l'électricité ne suffit pas. Je vais te laisser. Oui, alors je pense qu'il y a un point qui est important quand on parle de la souveraineté et notre relative autonomie, c'est que là, on parle de l'énergie qu'on consomme. Mais en réalité, notre monde contemporain repose sur les énergies fossiles. Je fais référence à un des experts des questions de l'énergie à travers le monde, qui s'appelle Václav Smil, qui vous dit qu'aujourd'hui, les 4 matériaux principaux sur lesquels repose notre monde sont 4 matériaux qui sont fabriqués à partir d'énergie fossile. Vous avez l'ammoniac, la synthèse de l'ammoniac qui permet de fabriquer les engrais azotés à partir du gaz naturel. Donc là, typiquement, ça permet aujourd'hui de nourrir la moitié de la population mondiale. Vous avez l'acier. L'acier, vous le fabriquez en réduisant du minerai de fer avec du charbon métallurgique. Énorme dépendance, évidemment, à cette énergie fossile. Et donc, c'est l'armature de tout notre système productif. Vous avez le ciment, vous avez besoin d'énergie fossile également. Et le ciment, aujourd'hui, c'est ce qui permet d'étendre nos villes. Et vous avez également les plastiques qui sont des dérivés du pétrole et que vous retrouvez absolument partout, que ce soit les fibres synthétiques, que ce soit les gaines en PVC, que ce soit, bref, vous avez du plastique absolument partout, qui est à la fois synonyme de progrès et de pollution. Mais évidemment, le monde dans sa globalité repose sur ces procédés fossiles. Et c'est important de le rappeler, parce que oui, il y a évidemment notre production d'électricité, notre production d'énergie, mais avant tout, les infrastructures sont extrêmement fossiles. Ces matériaux de base sont extrêmement fossiles. Alors j'entends ce que vous dites, mais est-ce qu'en décarbonant l'électricité, en utilisant d'autres procédés, on se rend compte que ça ne suffit pas, qu'il faut utiliser d'autres sources comme la géothermie, mais en sortant d'un système, est-ce qu'on ne recrée pas des dépendances avec d'autres matériaux? C'est bien, on n'a plus de gaz russe, mais si on achète du gaz américain ou GNL, qu'est-ce qu'on fait en fait? Est-ce qu'en sortant d'un système, on ne recrée pas des dépendances à d'autres systèmes qui nous empêchent d'être souverains? Alors, je pense déjà une chose, c'est que l'autonomie stricto sensu ne peut pas exister en France pour une simple et bonne raison, c'est que vous avez besoin d'acier justement pour aller extraire l'énergie, et pour avoir de l'acier, il faut avoir des mines de fer, et on n'a plus de mines de fer, on n'a plus de mines de cuivre. Alors on a du lithium, ça c'est une excellente nouvelle, mais il y a évidemment tout un tas de ressources que nous n'avons pas. Donc la question des dépendances, il y aura toujours des dépendances. Par contre, c'est choisir ces dépendances, c'est évidemment essayer de trouver des pays qui ont des dépendances mutuelles avec nous, c'est évidemment essayer de diversifier nos fournisseurs, mais évidemment, c'est de cartographier nos dépendances pour essayer de les limiter. Mais l'indépendance totale, l'autonomie totale, par définition, est une fiction. On n'y arrivera jamais. Et au niveau géothermie, pour revenir avec vous, Pierre, il y a une dépendance quelconque de ce système de géothermie, ou est-ce que vous êtes autonome, vous, de A à Z dans le procédé? Non, on l'est, mais évidemment, 100% d'accord avec ce que dit Antoine, on ne sera jamais autonome, il faut aussi une diplomatie des métaux, une diplomatie de l'énergie. Là, on est entièrement d'accord. En revanche, tout ce qu'on peut gagner en termes de souveraineté, la souveraineté étant aujourd'hui un des critères qu'il faut, je pense, inclure dans vos critères à vous, et évidemment dans le critère des politiques, et on verra pourquoi. En géothermie, on est 100% indépendant. On pourrait dire que le nucléaire, il n'est pas totalement, parce qu'il faut de l'uranium, d'ailleurs c'est du sous-sol, donc on peut aider à la cause. La géothermie, il est à 100%. On a des fabricants de pompes à chaleur,
éboueurs, des fabricants de machines de forage, des BT-pistes pour les VRD, le terrassement, etc. On a les foreurs, puisque c'est une filière d'excellence française, Schlumberger, Total, etc. On a cette filière même qui est très forte, mais très clairement, on a déplacé le curseur des dépendances des pays du fossile. Maintenant, prenons l'exemple de la Russie. Quand est arrivée la crise en Ukraine, on a dit il y a 100 TWh de gaz russe, il faut s'en affranchir. Fine, on l'a fait en partie, sauf qu'on a créé une autre dépendance au GNL américain. Et c'est beaucoup moins facile à comprendre cette notion de dépendance que par rapport à la Russie. On savait d'où ça venait, on connaissait l'animal en face. Aujourd'hui, c'est du GNL, c'est-à-dire c'est beaucoup plus diffus, c'est beaucoup plus compliqué en termes de supply chain. On est dépendant d'un autre type de marché qui est beaucoup plus global. Donc on a recréé une dépendance qui est plus difficile à contrôler. Donc je ne dis pas que c'est une erreur, je dis que c'est un fait et qu'effectivement, autant que faire se peut, si on a des énergies souveraines, si on a des ressources souveraines, c'est en train de devenir un critère d'éligibilité, je pense, pour évidemment, encore une fois, les décideurs politiques, mais demain, j'espère, pour les décideurs financiers qui verront un peu comme l'ESG ou la rentabilité, un facteur de risque sur l'aspect souveraineté. Et oui, pour répondre à votre point, la géothermie, c'est 100% souverain. Et c'est 100% local. Donc on est dans du local, plus aucune dépendance, supply chain et, on va dire, expertise ou machine ou ressources. J'entends de vos propos que la question de la souveraineté, finalement, elle ne se limite pas à sortir de la dépendance, mais elle consiste aussi à sortir d'un usage et d'une consommation énergétique, de consommer différemment. Aujourd'hui, quels sont vraiment les décalages qui existent entre ce que le système peut fournir et les usages ou les pratiques que nous avons encore ? Ce qui est intéressant, si on regarde justement ce mix électrique, si vous regardez le mix électrique européen, c'est environ 23% de la consommation d'énergie finale qui est électrique et qui est majoritairement décarbonée. Si vous regardez par exemple le mix électrique chinois, je regardais ce matin, je crois qu'on est au-dessus de 30%, et pour le coup, il est à plus de 60% fossile. Et donc, le faire comme ça, c'est qu'ils ont, de façon beaucoup plus rapide, converti les usages. On peut regarder notamment les voitures électriques. Aujourd'hui, c'est une voiture sur deux en Chine qui est vendue, qui est électrique. En Europe, je crois que c'est 2% des voitures qui circulent qui sont aujourd'hui électriques. Donc, on a commencé, nous, par plutôt l'amont, donc l'offre, là où les Chinois ont véritablement, sur cette partie, travailler sur les usages. Et aujourd'hui, il faut évidemment que les usages se convertissent, que le taux d'électrification augmente, qu'il y ait toujours une décarbonation de cette électricité et que les usages, que ce soit dans l'industrie, de la sidérurgie bas carbone, que ce soit dans l'herméticité thermique des bâtiments, que ce soit dans l'économie circulaire, on peut trouver tout un tas d'usages qui nous permettront finalement de réduire justement ces dépendances et d'électrifier massivement. D'accord. Et pour la partie géothermie, ce sont les usages qui bloquent, ce sont les investissements, ce sont les politiques. D'où vient le blocage ? Le frein, vous voulez dire ? Voilà, un peu. Ouais, ils sont assez nombreux. D'abord, il y a une question de culture, d'inculturation qui n'est pas encore au rendez-vous. La géothermie n'était pas dans les plans, n'était pas forcément aussi n'était pas nécessaire au sens où quand il y avait du gaz pas cher et qu'on se posait pas trop la question du climat, c'était royal au bar, le gaz. Je veux dire, c'est très en termes d'efficacité, il n'y a pas mieux. C'était quand même une énergie de transition et puis c'est arrivé dans une maison facilement, donc on se posait pas la question. Donc aujourd'hui, le principal frein de la géothermie, je pense, c'est l'inculturation, le manque de culture autour des vertus qui sont immenses et très nombreuses de la géothermie, locale, décarbonée, pilotable à 100%. C'est la moins émettrice de CO2. Elle fait du froid, comme je le disais, pour la géothermie bâtimentaire, gratuit, du géocooling. Et puis, c'est la plus économique des énergies. Donc là, ça vous concerne. Mais c'est assez peu connu. Tout dépend de l'échelle de temps. Donc quand on est sur du temps long, quand on est sur de l'infra, parce que la géothermie, c'est de l'infra, en fait, eh bien, c'est la moins chère, tout simplement, parce qu'il n'y a pas d'intrant. C'est que du CAPEX. Donc c'est un investissement, certes un peu massif, mais c'est de l'investissement, c'est plus de la dépense, et c'est pas de risque. Donc, à l'heure où le risque va devenir, ou doit devenir, je pense, un critère de non-souveraineté, un critère financier, oui, la géothermie, aujourd'hui, il y a un boulevard devant elle, avec quand même un autre frein qui arrive, c'est le manque de ressources, on va dire, puisque les gros ne se sont pas encore emparés du sujet, ça va venir. Quand je dis les gros, c'est Engie, Dalkia, toutes les boîtes qui font du réseau de chaleur et qui ont des gros moyens. Donc, comme je le disais, Arverne, aujourd'hui, c'est le seul qui en a fait un business model. Donc il y a beaucoup de freins, mais beaucoup de vertus. Donc ça va trouver sa place parce qu'encore une fois, cet angle mort qu'est la chaleur,
forcément, un jour, on va se dire c'est celle-là qu'il faut décarboner. Et donc, ça va venir, parce qu'à côté, on a quoi? Le solaire thermique, la biomasse, chacun son plafond de verre. Donc, il va y avoir une répartition plus intelligente de cette chaleur verte. Et puis peut-être juste pour compléter, aujourd'hui, il y a quelque chose aussi qui est sous les radars d'un point de vue économique, c'est que les ressources, par définition, sont considérées comme étant gratuites et illimitées. Et des travaux ont été menés il y a 2 ou 3 ans à l'Université de Chicago, qui voulaient donner un prix à la tonne de carbone en intégrant et le tarissement géologique et les externalités négatives liées aux émissions de gaz à effet de serre qui entraînent une dérive climatique. Et les conclusions, c'était sur pas de temps géologique, mais les conclusions, c'était que la tonne de carbone devait osciller entre 30 000 et 50 000 $. À partir de ce moment-là, si jamais on essaie de se projeter sur ce que valent véritablement les énergies fossiles, qui en apparence sont pas chères et restent abondantes, évidemment, on arrive sur quelque chose où il faut évidemment flécher les capitaux pour aller vers des solutions décarbonées, pour réduire cette dépendance aux énergies qui, encore une fois, ont fait le monde moderne dans lequel nous vivons. C'est assez intéressant parce qu'on entend souvent dire par ailleurs que c'est bien gentil tout ça, c'est bien gentil de décarboner, mais décarboner, ça coûte cher. Donc, ça coûte cher. Finalement, nous, en tant qu'investisseurs, investir dans des sociétés qui proposent de la décarbonation ou qui ont des mécaniques de production qui ne sont pas fossiles, en quoi ça peut être rentable? Pourquoi on entend toujours se décarboner, ça coûte cher? Se décarboner, ça coûte cher, encore une fois, parce que les énergies fossiles, aujourd'hui, quand bien même leurs prix ont monté récemment, elles restent, eu égard au service qu'elles nous rendent, très peu chères. Donc aujourd'hui, se décarboner, c'est d'aller vers des sociétés qui vont apporter justement ces solutions impérieuse. On n'a pas d'autre choix, que ce soit de gré pour des raisons climatiques ou de force pour des raisons géologiques. Il faut se décarboner. Et on voit aujourd'hui des sociétés sur toute la chaîne de valeur, que ce soit de la production jusque, disons, au réseau, jusqu'aux usages, où les sociétés affichent des taux de rentabilité, des croissances bénéficiaires qui sont forts. Donc non, aujourd'hui, on a vraiment des histoires économiques, des histoires financières. Et ça, c'est un point, à mon avis, qui est clé aujourd'hui quand on parle de décarbonation, c'est que pour beaucoup, c'est de dire finalement, je vais peut-être investir dans un fonds ISR qui va mettre un petit peu de décarbonation, ça va pour des raisons vertueuses ou d'une certaine façon. Mais en réalité, la décarbonation, il y a un intérêt financier et économique parce que la croissance de demain, de notre point de vue, se nichera essentiellement auprès des sociétés qui répondront à ces grandes transitions. Parce que si on regarde de façon assez claire les déterminants qui ont présidé à la croissance des 200 dernières années, c'était de la mobilisation de ressources et transformées grâce à de l'énergie abondante, essentiellement d'origine fossile. Donc la croissance de demain se nichera sans doute à d'autres endroits que là où elle était au cours des 200 dernières années. Et ça, les financiers, nous, qui achetons aujourd'hui pour demain, c'est quelque chose qu'on doit évidemment intégrer. Oui, ce que vous essayez de nous dire, c'est que le coût de l'inaction, finalement, devient aujourd'hui supérieur au coût de l'investissement dans les énergies, pas renouvelables, mais les énergies décarbonées. En réalité, le coût de l'inaction, il va bien au-delà des quelques points de PIB qu'on pourrait perdre. On voit très bien que la dérive qu'on est en train d'emprunter, si vous regardez les conclusions du rapport du GIEC et notamment du groupe 2, à horizon 2100, vous avez entre 1 et 2 milliards de la population mondiale qui ne pourra plus tout simplement vivre où elle vit actuellement parce qu'il ferait trop chaud et trop humide, plus de 300 jours par an. Donc vous avez des conditions qui sont létales. Ça ne veut pas dire que vous mourrez instantanément, mais ça veut dire que vous avez quand même une forte envie de changer d'endroit. Et donc les déstabilisations géopolitiques qui seraient à l'œuvre sont évidemment très difficiles à intégrer dans les prix d'un coût de l'inaction. Donc c'est vraiment la tyrannie des horizons, le court terme qui est connu, quantifiable, et le long terme qui est incertain, mais qui coûtera évidemment beaucoup plus cher. Parfait. Et concernant la géothermie plus spécifiquement, le coût d'investissement, est-ce que ça fait partie aussi des freins au développement de cette production ? Honnêtement, je ne crois pas. Quand on ne connaît pas, oui, on peut se dire c'est plus cher et donc ça ne marche pas ou c'est un frein. Au final, non, quand on revient dans la logique, la décarbonation, c'est cher, oui. La transition énergétique, c'est cher, oui. Mais au moins, on maîtrise ses coûts. Le coût de l'inaction, c'est un risque. Là, on parle en tout cas, s'agissant de la géothermie, c'est un CAPEX. Quand ne pas investir dans des ENR ou dans des énergies renouvelables, alors en plus, si elles sont pilotables, souveraines, c'est beaucoup mieux. Eh bien, c'est non seulement du risque, mais c'est une perte de valeur. Enfin, il y a aussi le risque des actifs échoués. Il y a énormément de risques à ne rien faire, on le sait. Et puis, il y a un autre risque, c'est que nos enfants ne passent plus le bac parce qu'ils ne peuvent plus aller à l'école. Bon, c'est aussi un peu emmerdant. Mais la géothermie, oui, souffre de cette image ou ce fantasme. On dit c'est cher, mais c'est un investissement qui va bénéficier
d'un effet masse quand ça va arriver. Il ne faut pas oublier que le fossile, aujourd'hui, c'est des milliers de milliards d'investissements, donc tout est moins cher parce qu'il y a aussi beaucoup de volume. La supply chain est plus facile. On achète quasiment à l'unité en géothermie, là où il faudrait acheter dans les facteurs 10, 100, 1000 ou plus que ça. Donc ça va baisser. Et puis 2, ça reste un investissement. Il faut savoir investir, mais encore une fois, au moins, on retire le facteur risque qui est énorme et puis le facteur volatilité. Enfin, aujourd'hui, continuer à investir dans ce qui se fait, c'est une folie de mon point de vue, même d'un point de vue financier. La géothermie, on s'est prouvé qu'un BP... moi, je vois la différence entre il y a 3 ans l'IPO et aujourd'hui, on repart en levée de fonds. On commence à attirer de l'infra. Parce que les gens se disent, la géothermie, ouais, on a compris, c'est de l'infra qu'on aime. On a annoncé une JV avec la Banque des Territoires pour la géothermie francilienne. On arrive à faire venir des gens à partir du moment où ils comprennent que ça a énormément de vertu. Et puis ensuite, c'est une question d'optimisation des coûts, d'ajustement. Mais effectivement, ça reste un investissement. J'ai entendu un mot intéressant, alors pas qu'un, mais j'ai entendu un mot intéressant dans ce que vous venez de dire, c'est le mot pilotable. En fait, la géothermie, parce qu'une fois qu'on a produit de l'énergie, il faut pouvoir la piloter, la stocker, l'acheminer. La géothermie, c'est une énergie donc pilotable. Ouais, c'est une énergie pilotable et souveraine. Et pour moi, la souveraineté, c'est pas produire localement. C'est pas que ça. Parce que si je vais pas donner des exemples, mais si tout est fabriqué en Chine et qu'il faut tout importer, on n'est pas vraiment souverain. C'est piloter et savoir faire en sorte que les gens utilisent cette énergie au bon moment, etc. Donc il y a une notion d'alignement, on va dire temporel, géographique, etc. qu'offre effectivement la géothermie. Là, elle a toutes ses vertus, au-delà d'être totalement souveraine sur la chaîne de valeur, on la pilote. Et la pilotabilité, pour moi, c'est au cœur de la souveraineté énergétique. Sans pilotabilité, il n'y a pas de souveraineté. Donc, il n'y a pas de souveraineté. S'il n'y a pas de souveraineté énergétique, il n'y a pas de souveraineté industrielle, etc., etc. Donc, effectivement, on a une géothermie, une petite géothermie là, qui est totalement souveraine, locale, pilotable. Et ce mot pilotable est au cœur des enjeux de souveraineté énergétique. Tu veux rajouter quelque chose, Antoine? Oui, alors nous, chez Ecofi, on va justement, ce que je vous disais, aborder les thèmes de la transition de façon globale. On va de l'amont à l'aval, on ne va pas faire de paris technologiques. Par contre, on va essayer d'investir de façon globale sur les énergies qui, pour certaines d'entre elles, certes, ne sont pas sont intermittentes, mais vous avez des solutions soit de stockage, soit de batterie, soit des remontées en station, les fameux les STEP, les stations de pompage-turbinage. Vous pouvez avoir évidemment des procédés qui sont pilotables, l'hydroélectricité, vous avez le nucléaire, vous avez différents types de production d'énergie c'est un mix global, et je pense que c'est vraiment ce qu'on disait précédemment, c'est cette capacité à diversifier qui nous rendra aussi plus indépendants et plus souverains. Et derrière, c'est descendre au maximum au niveau des usages pour justement convertir une grande partie de ces usages qui sont encore aujourd'hui très fossiles dépendants vers une électrification décarbonée. Et ça, évidemment, on a besoin de toute forme d'énergie qui soit locale, souveraine et pilotable. Évidemment, c'est un mix vers lequel on doit tendre. Et comment nous, conseillers, on peut intégrer ce système énergétique souverain sur des solutions pilotables, locales, stables, vers cette souveraineté, vers une allocation? Alors déjà, je pense que c'est une très bonne chose pour nous d'intervenir aujourd'hui dans les rencontres de la souveraineté parce que ça permet de réconcilier deux choses. C'est de réconcilier le climat et justement cette notion de souveraineté. Parce que quand on parle de décarbonation, j'insiste dessus, on parle essentiellement du climat. Alors évidemment, c'est très important, mais on sait aussi qu'une molécule de CO2, quand elle est émise ici, vu que évidemment il y a un brassage de l'air, la probabilité qu'elle se retrouve à n'importe quel autre niveau de la planète au bout d'un an est équivalente. Donc évidemment, le réchauffement que l'on va avoir aujourd'hui, il ne dépend pas des émissions locales. En revanche, les questions de souveraineté, la décarbonation pour des raisons de souveraineté, ça nous touche directement. Et donc là-dessus, nous, on pense que les fonds climat notamment, c'est ceux qu'on peut mettre en avant chez Ecofi, des fonds climat, on pense à Ecofi Agir pour le climat ou Ecofi Smart Transition, ce sont des fonds qui, chez nous, permettent d'investir dans des sociétés qui soit apportent des solutions concrètes pour se décarboner, Ecofi Agir pour le climat, soit des sociétés qui réduisent leur dépendance aux énergies fossiles, Ecofi Smart Transition, et dans les deux cas, cette notion de climat vous amène vers plus de décarbonation et donc plus de souveraineté. C'est vraiment les deux faces d'une même pièce et je pense que c'est important de le rappeler. Et évidemment, l'actualité au Moyen-Orient remet en avant ce que l'on répète depuis déjà longtemps, c'est que c'est la même chose pour nous, il faut qu'on s'en saisisse. Très bien. Alors, je suppose que vous êtes porteur un peu du fonds Arverne à l'intérieur de vos fonds, mais pour les investisseurs qui veulent y aller en direct,
Pierre, est-ce que vous envisagez de faire partie, maintenant, puisqu'on a compris que c'était de l'infrastructure, est-ce que vous allez faire partie de fonds infrastructure? Est-ce qu'il y a des partenariats industriels qui sont noués pour les investisseurs pour aller investir dans cette énergie? Je crois que tout le monde est le bienvenu pour investir chez Arverne, on est coté, donc c'est relativement simple. Donc oui, on essaye de parler, nous, à tout le monde, dont l'infra, mais évidemment pas que. Voilà, je dis juste que c'est plutôt bon signe. Une géothermie qu'on estimait un peu early stage, un peu trop ci, un peu trop ça, de voir des fonds qui ont de la visibilité, qui ont, on va dire, les mêmes pas de temps que nous sur une partie de nos investissements, mais non, tout le monde, je crois aujourd'hui, on ne fait pas de distinguo sur la couleur de nos investisseurs. Et je crois dans la salle, Mathilde est toujours là, donc n'hésitez pas à la voir parce qu'elle est en charge des relations investisseurs. Donc si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à voir Mathilde. D'accord. Merci à vous deux pour la qualité de vos éclairages. Je pense qu'on a mis en avant aujourd'hui que la souveraineté, ce n'est pas qu'un horizon théorique, il faut y aller, puisque le coût de l'inaction devient très élevé. On a compris qu'on a fait ressortir plusieurs éléments. Tout d'abord, le fait de devoir avoir un système énergétique stable. Ensuite, d'avoir un ancrage local, territorial, notamment pour la production de sources de chaleur. Et enfin, on a aussi compris que la souveraineté énergétique, c'était quelque chose qui allait se résoudre sur un temps long. C'est pas parce que c'est un temps long qu'il ne faut pas y aller maintenant et aller investir dans cette transition énergétique et dans cette transition énergétique qui pose en fait un vrai sujet et un vrai questionnement sur notre souveraineté. Et c'est peut-être notre rôle que d'aller orienter finalement l'épargne sur des systèmes qui nous permettent non pas d'être autonomes ni totalement indépendants, mais au moins souverains, en tout cas de choisir nos dépendances. C'est ça ? Très bien résumé. Bon, ben voilà. Merci beaucoup.